Ce programme est consacré à un sujet controversé qui suscite de nombreuses théories, opinions et suppositions. Les auditeurs sont invités à tirer des conclusions sur la base des informations disponibles. Dans le morgue gouvernemental américain repose un extraterrestre mort. Depuis plus de 10 ans, les passions autour de ce film, suspect et tristement célèbre sur l'autopsie d'un extraterrestre, ne faiblissent pas. Est-ce une réalité ou une contrefaçon ? Si le film est authentique, il pourrait constituer une preuve convaincante que des extraterrestres ont visité la Terre. Dans cette tromperie d'une valeur de millions de dollars, de nombreuses chaînes de télévision à travers le monde sont impliquées. Les personnes participant à cela ont été dupées. L'un des participants, responsable des effets spéciaux dans le film, a lui-même fabriqué l'extraterrestre. Cependant, lorsque la caméra a reculé pour un plan panoramique, un extraterrestre identique s'est retrouvé dans un coin du sol qui, selon les dires, bougeait. C'est un document véridique d'une importance exceptionnelle. Si c'est une contrefaçon, alors c'est probablement le plus étrange ensemble de faux jamais rassemblés par un cinéaste. L'histoire de l'autopsie de l'extraterrestre remonte à près de 60 ans et commence sur l'aérodrome de Roswell au Nouveau-Mexique. Les forces aériennes ont annoncé qu'un disque volant avait été découvert, qui est maintenant sous le contrôle de l'armée. Des officiers de l'armée ont déclaré que l'objet trouvé la semaine dernière avait été examiné à Roswell et envoyé à Wright Field pour des études supplémentaires. Walter Haut, responsable des relations publiques du 509e groupe de bombardement, a été convoqué au quartier général et a reçu des copies d'un communiqué de presse affirmant qu'ils avaient en leur possession un disque volant. On lui a ordonné de transmettre le communiqué à 4 médias d'information de la ville. Ce communiqué a rapidement circulé parmi les stations de radio et les journaux du soir, attisant la curiosité d'un pays où des centaines de cas d'apparition de disques volants avaient été rapportés au cours des derniers mois. Cependant, tout s'est terminé aussi rapidement que cela avait commencé. 4 heures plus tard, le général Ramey, commandant de la 8e armée de l'air, a fait une nouvelle déclaration. Ce n'était pas du tout un disque volant. Tout le monde a cru que c'était un ballon météorologique. Tout cela a été présenté de manière très habile. Au départ, il a été dit que oui, qu'ils avaient capturé une soucoupe volante, puis le général, ayant une bien plus grande connaissance, a déclaré que c'était un nouveau type de sonde météorologique. Néanmoins, les habitants de Roswell croyaient que c'était quelque chose de plus qu'une sonde météorologique. Un des témoins, dont le père faisait partie de l'équipe de renseignement de la base aérienne militaire, se souvient comment son père, très excité, est rentré chez lui vers 1h ou 2 du matin et voulait montrer à sa famille ce qu'il avait rapporté de la base. Il affirmait qu'il s'agissait d'un morceau de soucoupe volante. Tout cela était étalé sur le sol de la cuisine et il l'observait attentivement. Le témoin a soulevé une tige allongée pour mieux l'examiner. La lumière se reflétait sur la surface intérieure et il remarqua des inscriptions ou des symboles qui lui parurent d'abord être des hiéroglyphes. En travaillant sur un livre concernant cet incident, l'écrivain Kevin Randle a découvert que plus de personnes avaient été en contact avec les débris que quiconque aurait pu le supposer. D'après ses derniers comptes, il a parlé avec environ 4 douzaines de personnes qui avaient rencontré divers aspects de l'accident. Ce qui est le plus intéressant, c'est que le matériau, semblable à de l'aluminium, pouvait être froissé en boule, et il se dépliait de lui-même. Les tentatives de l'enflammer n'ont pas réussi. La flamme ne tenait pas dessus. Ils ont même essayé de le couper avec des couteaux de poche, mais n'y sont pas parvenus. Parmi les témoins se trouvait également Frankie Rowe, qui avait aussi entendu de Ray qu'il avait vu une preuve vivante convaincante. Selon ses dires, il y avait 2 corps. Ils gisaient sur le sol près du vaisseau et l'un d'eux, que le témoin a appelé le petit homme, était encore en vie. Au cours de nombreuses interviews avec les participants à l'accident de Roswell, le chercheur Kevin Randle a pu reconstituer la chronologie des événements, depuis la découverte des corps et du vaisseau lui-même. Des témoignages fiables de plusieurs témoins confirment que le vaisseau et les corps ont été transférés dans le hangar 84e de la base aérienne militaire de Roswell, où ils sont restés pendant la nuit avant d'être emmenés. Selon les déclarations des témoins, les corps ont été placés dans une grande caisse en bois qui se trouvait au centre du hangar. Toutes les actions ont été réalisées avec une précision étonnante. Peu après cela, il a été annoncé qu'ils avaient une soucoupe volante et qu'ils l'avaient déjà acquise. Cependant, il semble que personne n'ait cherché autre chose. Plus tard,
tout cela a été transféré à Fort Worth. Les hauts responsables militaires affirmaient qu'ils ne s'étaient pas trompés, mais qu'ils observaient simplement un ballon météorologique. La presse n'a pas pu retrouver Jesse Marcel car il se trouvait à Fort Worth et était contraint de garder le silence. Lorsqu'il est revenu de Carswell après avoir examiné les débris, il a dit à son ami et à sa mère de ne pas en parler. Des années plus tard, Marcel a avoué qu'il avait été partie prenante d'un complot de silence, soutenant les explications des forces aériennes, bien qu'il savait que c'était faux. La témoin Frankie Rowe a raconté qu'un officier était venu la voir pour l'interroger sur un étrange morceau de métal qu'elle avait ramassé. Elle a confirmé qu'elle l'avait touché, mais l'officier insistait sur le fait que cela n'était pas arrivé. Il est devenu agressif, déclarant qu'elle n'avait jamais été là et qu'elle n'avait rien vu. Il a ajouté que si elle ne voulait pas comprendre cela, il pourrait prendre des mesures. Les preuves soutenant la légende du crash d'OVNI en 1947 restaient floues jusqu'en 1995, lorsque qu'un film montrant l'autopsie d'un extraterrestre est apparu en Angleterre. Cette autopsie a toujours suscité des moqueries. Qui pouvait croire qu'on procédait à l'autopsie d'un véritable extraterrestre ? Ray Santilli, propriétaire d'une société de distribution de musique et de vidéos à Londres, a raconté qu'au début des années 90, après avoir acquis plusieurs films sur le rock'n'roll des années 50, un caméraman américain lui a proposé quelque chose d'autre. Santilli a décrit comment ils ont visionné ce fragment de film incroyable, et sa première réaction a été le doute. Il a expliqué qu'il a finalement acheté des bobines de pellicule noir et blanc, sur lesquelles était montrée l'autopsie d'une étrange créature humanoïde. Le caméraman, prétendant avoir un accès militaire supérieur, a raconté à Santilli qu'en 1947, il avait été envoyé en urgence à Roswell, où il avait filmé plusieurs créatures, vivantes et mortes, ainsi que l'autopsie de l'une d'elles. Il a mis de côté des boîtes de pellicules nécessitant un traitement spécial et a renvoyé le reste à Washington. Quand il a finalement traité les boîtes mises de côté, il a décidé de se pencher sur le matériel principal. Cependant, lorsqu'il a essayé de s'occuper des bobines à Washington, cela n'a pas fonctionné. Il les avait conservées dans une boîte en carton dans ses archives. La question de la falsification nous ramène à l'incident. Le caméraman affirmait avoir vu un disque volant qui s'était écrasé et une créature que l'on appelait le monstre. Ils étaient allongés sur l'appareil volant et la plupart d'entre eux criaient de douleur. Cependant, il ne pouvait pas dire d'où il venait et il ne le savait pas. Lorsque le chercheur a visité sa maison, il a remarqué de nombreux souvenirs, tels que des photos sur les murs, des albums photos, un journal et des documents. Le caméraman lui a semblé être une personne sincère. Mais alors se pose la question, pourquoi Santilli ne révèle-t-il pas l'identité de ce caméraman ? Tout d'abord, le caméraman et son collègue avaient convenu de garder secret comment ils avaient obtenu le film. Si jamais il acquiert la certitude qu'il ne sera pas poursuivi, il pourrait révéler son identité. Cependant, selon l'opérateur, il a déjà presque 80 ans et souhaite une vie tranquille. De plus, il a reçu de l'argent pour des besoins personnels, ce qui remet en question la question du paiement des impôts. Parmi les experts, il existe une conviction quant à l'authenticité du film. Ce n'est pas une question des journaux, d'Hitler ou de quelque chose de similaire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de diffuser le film auprès du public, en incitant les gens à l'étudier. Dans ce film, les spectateurs peuvent voir l'autopsie d'une créature que l'on appelle un extraterrestre d'autre monde. Même étant muet, ce film de 17 minutes est aussi dramatique que n'importe quel thriller fantastique hollywoodien. Et il se peut qu'il ne soit pas simplement une fantaisie du cinéaste. Il ressemble à la réalité. À l'écran apparaît un corps étrange, intact, à l'exception d'une blessure hideuse sur la cuisse droite. Deux médecins mystérieux en combinaison de protection spéciale examinent ces traits étranges, tandis qu'un troisième observe derrière une paroi de verre. La question se pose, s'agit-il vraiment de l'autopsie d'un extraterrestre strictement secrète par l'armée en 1947 ? Comme dans toute enquête, il est nécessaire d'écouter les témoins, d'examiner les preuves et de les soumettre à des experts. Un des témoins se souvient que son père disait que les créatures ressemblaient à de petits enfants. Elles avaient des têtes trop grandes par rapport à leur corps, et leur peau avait une teinte rosée, grisâtre. Bien qu'il soit impossible de déterminer avec précision la couleur de la peau, cette description semble appropriée. L'infirmière, qui selon les dires était présente lors de l'autopsie, décrivait une créature semblable à celle qui était disséquée, avec une grande tête et des yeux noirs.
Cependant, selon le témoin, elle parlait plutôt de 4 doigts que de 6, ce qui crée une certaine incohérence. Frank Iero partage ses souvenirs de la façon dont son père a découvert 3 créatures encore vivantes sur le site de l'accident. Il disait qu'il ne fallait pas avoir peur, car elles n'étaient pas venues pour nuire aux gens. Il se sentait sincèrement mal à l'aise parce que personne ne pouvait les aider. Elle a de la peine pour ces créatures, qui qu'elles soient. Si elles viennent vraiment d'un autre monde, leur famille ne saura jamais ce qui leur est arrivé et elles ne reviendront jamais chez elles. Néanmoins, les témoignages sont généralement peu fiables, surtout s'ils ont été faits il y a presque 60 ans. Que faut-il encore vérifier pour déterminer si c'est un document historique ou une habile contrefaçon? Les chercheurs ont examiné attentivement certains objets dans la pièce pour déterminer s'ils existaient en 1947. L'horloge murale, un modèle électrique ordinaire, a sans aucun doute été fabriqué dans les années 40 du XXe siècle. Le siphon avec un tube lourd et un cordon en spirale s'est également révélé être un modèle standard, produit en 1937. Bien que toutes ces choses aient pu être achetées plus tard, leur présence correspond à cette époque, ce qui attire l'attention sur le film. Le film peut-il être daté? Ray Santelli l'a envoyé à Larry Gate, qui a travaillé pendant 16 ans dans le département de production de la société Kodak. Pour distinguer l'âge du film, la société Eastman Kodak y appose une marque de date de fabrication en utilisant un code géométrique. Les symboles sur le bord, carré et triangle, ont été utilisés par la société Eastman Kodak à Rochester, New York, pour indiquer les années de production 1926, 1946 ou 1967. Cela signifie que le film pourrait appartenir à la série de production de 1947. En ce qui concerne la manière de filmer, un examen attentif du film peut en dire long sur son authenticité. Il existe de nombreuses raisons de croire que ce film a effectivement été tourné à la fin des années 40, au début des années 50 du XXe siècle. Paulo Kirkeyusi, conservateur senior du cinéma à Rochester, New York, note qu'on lui demande souvent s'il est facile de falsifier un film. Il répond que non, ce n'est pas si simple. La contrefaçon d'un film nécessiterait des compétences techniques significatives, sinon les efforts seraient vains. Alan Davio, l'un des cinéastes les plus titrés d'Hollywood, exprime des doutes. Je dois dire que je pense que ce que nous avons vu ici n'est pas vrai. Il a été le directeur de la photographie de films tels que Baxi, L'Empire du Soleil et Congo. Cependant, Davio ne fait pas confiance au film, car il sort constamment de la mise au point, comme s'il essayait de cacher quelque chose d'irréel. En l'écoutant, on peut remarquer que le caméraman ne montre aucune intention de faire la mise au point, ce qui soulève des doutes sur la qualité du tournage. La perte de mise au point correspond à l'équipement qui était utilisé à l'époque. Roderick Ryan, un caméraman de combat expérimenté de la marine, sait comment les prises de vue étaient réalisées pour les armées dans les années 40 du XXe siècle. Il a filmé les projets gouvernementaux les plus secrets, y compris les essais de la bombe atomique sur l'atoll de Bikini. À l'époque, les militaires utilisaient principalement des caméras de marque Filmo, fabriquées par la société Bella et Avla. Ces caméras n'avaient pas de mise au point à travers l'objectif, ce qui compliquait le processus de tournage. Si le trucage était maintenu, cela pourrait témoigner de la présence d'équipements modernes, ce qui aurait été impossible pour l'année 1947. Davial doute également de la qualité de la prise de vue, notant que l'opérateur n'est clairement pas capable d'obtenir des images plus nettes. En particulier, il souligne un moment où l'opérateur sciait un crâne, mais se trouve dans une position où il ne voit pas ce qui se passe. Il ne tente pas de contourner le docteur pour obtenir une meilleure vue, mais s'efforce simplement de ne pas gêner le chirurgien. L'opérateur, vêtu de la même tenue que les chirurgiens, est limité dans ses mouvements. Il a utilisé une caméra manuelle standard de l'époque et n'avait pas accès à un équipement plus moderne, ce qui pourrait expliquer la qualité de la prise de vue. Le rôle de l'opérateur dans l'armée consistait à documenter les événements, et il n'était pas tenu de réaliser des prises de vue parfaites. Davial estime que le travail de l'opérateur est tout à fait satisfaisant pour documenter les événements, bien qu'il ne croit pas que ce qu'il voit soit réel. Chaque faux document avec lequel il a été confronté a presque immédiatement suscité un sentiment de contrefaçon. Il se demande pourquoi quelqu'un investirait-il autant d'argent et d'efforts dans la création d'un tel film. Cela n'a pas de sens. Alors qu'est-ce que c'est ? Une véritable autopsie d'un extraterrestre
ou bien un mannequin? Peut-être s'agit-il d'une incroyable tromperie. Pour le découvrir, le film a été montré à 2 des principaux pathologistes mondiaux. Chris Milroy, maître de conférences en médecine légale à l'université de Sheffield en Angleterre, est connu pour son expertise dans la détermination des causes de décès et l'enquête sur les meurtres. Cyril Wecht, ancien président de l'Académie américaine des sciences judiciaires, a réalisé ou supervisé près de 40 000 autopsies. Wecht, en analysant les images, note « Je n'ai jamais eu affaire à quoi que ce soit, même de loin, ressemblant à la créature que nous voyons dans le film. » Il souligne des anomalies, telles que la position basse des oreilles, ce qui ne correspond pas aux normes pour un être humain. Cette étrange créature, que certains appellent extraterrestre, correspond à la conception populaire de l'apparence d'un alien, avec une énorme tête et des yeux agrandis. Famille lire des livres et des films sur les visiteurs d'autres mondes. De plus, elle a 6 doigts sur chaque main et chaque pied, ce qui est connu sous le nom de polydactylie, un phénomène observé dans diverses anomalies chromosomiques ou génétiques. Wecht remarque également l'absence de génital masculin, ce qui indique que cela devrait être le corps d'une femme, mais sans aucun développement sexuel secondaire. Il suppose qu'il pourrait s'agir d'une femme atteinte du syndrome de Turner, un défaut chromosomique qui touche une personne sur 5000 naissances. Ces victimes, qui n'ont pas de chromosomes féminins, ne se développent pas sexuellement. Certaines d'entre elles atteignent la puberté, mais chez 99% des personnes présentant ce défaut, l'avortement se produit spontanément. En d'autres termes, elles ne naissent tout simplement pas. Cela amène à réfléchir à la probabilité d'une manifestation très rare du syndrome de Turner chez un adolescent. Le syndrome de Turner est un état dans lequel un enfant pourrait survivre et se développer pendant l'enfance. Cependant, le syndrome de Turner n'est pas le seul défaut. Il existe également des cas avec 6 doigts aux mains et aux pieds, ainsi que des yeux agrandis. De tels écarts peuvent-ils se manifester chez une même personne? Un spécialiste exprime son point de vue. Je ne serais pas surpris de trouver quelqu'un avec ce type d'anomalie. Je dirais que c'est une grande rareté, mais je ne serais pas étonné si quelqu'un disait que cela a été décrit quelque part dans la littérature médicale. L'énigme ne concerne pas seulement le corps étudié, mais aussi les chercheurs. Des enseignants éminents, tels que Wecht et Milroy, ont formé des centaines de médecins. Ils savent comment se déroule une véritable autopsie, contrairement à la manière dont cela est fait par des amateurs ou des acteurs. Ces pathologistes, anatomistes ou chirurgiens ont réalisé de nombreuses autopsies. À l'écran apparaît une supposée prise de vue de 1947. Les objets ne sont pas modifiés et nous voyons ce qui est caractéristique de cette époque. Par exemple, une scie à métaux manuelle pour retirer le couvercle du crâne et un plateau rectangulaire bas qui, comme se souvient le spécialiste, était utilisé il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, de tels objets ne sont plus utilisés. Les principales actions supposées correspondent à ce qui se passe lors d'une autopsie, mais des questions se posent. Si c'est vraiment un extraterrestre, pourquoi lui a-t-on consacré seulement 2 heures? Une autopsie d'un corps extraterrestre aurait bien sûr dû prendre des semaines, des mois, voire des années. Si c'est un extraterrestre, il aurait, selon les rapports, péri lorsque son vaisseau spatial a eu un accident sur Terre. Les 2 médecins qui ont passé tant de temps à enquêter doutent de la cause de la mort. Lors d'un grand accident à grande vitesse, on observe généralement des dommages corporels plus étendus. Ici, les blessures semblent étranges. Une seule d'entre elles est grande, sur la cuisse droite, et ressemble à une blessure qui pourrait résulter d'un incident avec une fusée ou d'un travail dangereux lié à des expériences en matière de radiation ou de combustible. Un spécialiste se pose la question: un heureux accident radiologique. Cela pourrait expliquer pourquoi les médecins sont vêtus de combinaisons de protection. La radiation pourrait être la cause de la mort de la créature et de sa déformation étrange. Rappelons que Roswell, où le corps aurait été trouvé, se trouvait près d'un site d'essais nucléaires américains. Peut-être s'agit-il d'une malheureuse femme ayant subi des dommages aux ovaires ou au col de l'utérus et ayant reçu une dose de radiation. Nous ne devons pas exclure cette possibilité. Cependant, cela n'explique pas ce qui suscite un intérêt particulier chez le spécialiste, la prédictylie. Cela ne peut pas expliquer pourquoi la créature a développé des doigts supplémentaires sur les mains et les pieds, ou des orbites disproportionnellement grandes. Si les pathologistes ne peuvent pas expliquer ce qui a causé la déformation unique de la créature,
Peut-être résoudront-ils le mystère lorsqu'ils commenceront la dissection. Alors, nous saurons ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Le spécialiste continue, je ne peux pas attribuer ces structures au contenu de la cavité abdominale. Le foie, si c'était un foie, aurait dû se trouver plus haut à droite. Il voit une masse qu'il ne peut associer à aucun corps humain qu'il a vu auparavant. Cette structure devrait être le cerveau, si c'est une créature humaine. Mais cela ne ressemble pas au cerveau que j'ai vu. Ou bien c'est un cerveau rempli de néoplasme, irradié, un cerveau traumatisé, hémorragique. À l'extérieur du corps, ce qui se trouve sur le plateau ne semble pas ressembler à un cerveau humain. Cela paraît trop incolore et informe. Un témoin qui a observé la dissection partage ses impressions. Je dois dire, aussi difficile que cela soit pour moi, que ce que je vois ici ne peut pas être un être humain. Je préférerais dire qu'à ce stade, c'est un humanoïde. Je ne dis pas qu'il vient d'une autre planète. De quelle planète? Je ne sais pas. Il continue. Mais je ne peux pas dire que c'est une race humaine, car vous et moi savons ce qu'est une race humaine. Deux pathologistes connus estiment que le film montre peut-être la dissection d'un véritable organisme biologique. Cependant, il existe une autre explication. Cette créature n'est pas faite de chair et de sang, mais plutôt fabriquée par l'homme pour tromper ceux qui la voient. Des doutes sur l'authenticité du matériel sont exprimés par un spécialiste des effets spéciaux. À quel point est-il difficile de créer un monstre qui saigne constamment? Il mentionne Stan Winston, dont la société a créé les créatures les plus réalistes d'Hollywood. Il a fabriqué des dinosaures pour Jurassic Park et des prédateurs extraterrestres très convaincants, des aliens. Winston serait satisfait s'il parvenait à reproduire des humanoïdes comme celui-ci. Le témoin se souvient de sa première réaction. C'est irréel. Ce corps a été fait par quelqu'un, comme une marionnette. Il continue, sachant à quel point il est difficile pour nous, dans le monde des effets vivants, d'imiter une incision de peau. Je regardais cela et me disais que si c'était irréel, alors je serais vraiment fier d'avoir créé aujourd'hui une image semblable à celle-ci. En discutant des détails, il note « La qualité de l'organique, des jambes et des coutures semble très bonne. Regardez comme le sang est uniformément réparti sur la surface interne. Combien il a coulé vers le bas, où tout est uniformément humide à l'intérieur. Mais je pense que nous ne pourrons jamais créer cela. » Il ajoute « C'est sacrément incroyable, si c'est mon avis. Si nous l'avions fait, j'en serais fier. » Les difficultés de reproduction des détails de l'autopsie deviennent évidentes. Comment faire cela? Un morceau irrégulier. Et comment faire cela sur le crâne? Couler le crâne à l'intérieur de la peau. Et qu'en est-il de l'humidité? On dirait qu'il n'y a pas de vide. Et qu'en est-il des saignements? L'humidité? On ne voit pas de liquide couler des tubes. On ne voit pas de sang goûter. C'est tout de même uniformément humide. Il se demande quel matériau existe. Quel matériau pourrait copier la peau de cette façon? Et il répond lui-même, principalement des silicones spécialement conçus que nous utilisons aujourd'hui. C'est exactement ce que j'ai dit. En 1947, ils n'avaient pas cela. Il souligne, maintenant, avec l'accès à ces technologies, on peut créer d'excellents monstres pour le cinéma hollywoodien. En discutant du coût, il remarque, si quelque chose de similaire était fait aujourd'hui, cela coûterait des milliers et des milliers de dollars. Même si cela n'avait pas été fait à cette époque, juste le faire correctement coûterait très cher. Il exprime son admiration pour les créateurs. Je tire mon chapeau aux personnes qui ont créé cela. Le producteur de télévision américain Robert Kiviad, qui a sorti le succès de 1995, L'autopsie d'un extraterrestre, fait ou fiction, a commencé à chercher des preuves de fraude en examinant une autre pellicule assombrie liée au film, dans laquelle il est supposé montrer une autopsie d'un extraterrestre réalisée dans une tente près du site du crash d'un ovni à Roswell en 1947. Kiviad pose la question à Ray Santilli. Pourquoi ces deux scènes ne correspondent-elles pas du tout? Que vous a dit l'opérateur militaire à propos de ces deux scènes? Santilli répond. L'opérateur affirme que sur la pellicule sombre, l'équipe scientifique du président Harry Truman envoyée à Roswell a récupéré un extraterrestre, l'a examiné puis l'a transféré ailleurs. Il est possible que les spectateurs soient sur le point de voir un extraterrestre allongé sur une table avec une lampe clignotante en arrière-plan.
Dans l'enregistrement réalisé lors de la prétendue autopsie de la créature extraterrestre, on peut distinguer les visages des médecins qui s'occupent de cette procédure mystérieuse. Sur la pellicule apparaît un homme sombre, masquant périodiquement la caméra avec son manteau. Cependant, le chercheur a de sérieux doutes quant à l'authenticité de cet enregistrement. Il considérait que la pellicule de la tente ressemblait à une mise en scène, et que la caméra statique ne correspondrait pas à la façon dont une équipe de scientifiques agirait. Les doutes se sont intensifiés lorsqu'il a remarqué que 2 médecins sur la pellicule lui semblaient britanniques, bien qu'il ne puisse pas expliquer pourquoi. Intrigué par ce matériel, le chercheur a rapidement conclu que tout cela pourrait faire partie d'une vaste supercherie. Il a noté qu'il existait 2 films complètement différents contenant la scène de l'autopsie de l'extraterrestre, ce qui soulevait encore plus de questions. Par la suite, le chercheur a appris l'existence d'un 3e film, que lui a montré Ray. Ce film, en noir et blanc, montrait un militaire en uniforme qui faisait tourner une poutre métallique portant des hiéroglyphes, supposément d'extraterrestres. La caméra se concentre ensuite sur une table, chargée de pièces métalliques, parmi lesquelles se trouvaient d'étranges empreintes, ressemblant à des mains à 6 doigts. Ray affirmait qu'il s'agissait de tableaux de bord d'extraterrestres, peut-être de leur vaisseau. Le chercheur a continué à examiner les films que Ray Santilli présentait comme des enregistrements authentiques d'extraterrestres. En 1998, ses soupçons concernant l'authenticité des médecins dans la tente et ses doutes croissants sur les déclarations de Santilli ont conduit à la création d'une émission de télévision intitulée Les plus grandes mystifications, les mystères enfin révélés. Il comprenait que la pellicule de la tente n'était qu'une partie d'un schéma plus complexe. Le chercheur a transmis la pellicule à la NASA, où des spécialistes ont créé des images fixes des médecins penchés sur l'extraterrestre. En zoomant, les visages devenaient clairement discernables. En utilisant des technologies appliquées à la création de portraits de criminels, ils ont pu obtenir des images claires qui pourraient aider à identifier ces personnes. Dans le cadre de l'enquête pour les plus grandes mystifications, en Angleterre, le chercheur a rencontré Kate Goodyear, qui a déclaré connaître un homme du camp nommé Elliot, travaillant pour la société AK Music. Plus tard, Elliot a confirmé qu'il était prêt à venir en Amérique pour une interview exclusive. Il a raconté que Ray Santilli avait contacté AK Music pour demander la création d'un film représentant la scène de la catastrophe quelques mois avant la sortie en 1995 du film sur l'autopsie d'un extraterrestre. Elliot a expliqué que Santilli voulait que le tournage ait l'air comme si l'autopsie de l'extraterrestre se déroulait dans un camp, installé juste après la catastrophe d'OVNI à Roswell en 1947. Elliot a également noté que, bien que la tentative d'autopsie, appelée le film du camp, fût intéressante, Ray a décidé que cela ne suffisait pas pour attirer l'attention. Il a demandé à l'équipe de rendre le tournage plus vif et spectaculaire, afin de créer l'impression d'une véritable autopsie d'extraterrestres, comme si des médecins tenaient des tissus. Cependant, AK Music a répondu qu'il ne pouvait pas satisfaire une telle demande. Néanmoins, Ray Santilli a trouvé une équipe talentueuse de spécialistes des effets spéciaux, mais Elliot ne savait pas exactement où il avait demandé de l'aide. Le chercheur britannique sur les ovnis, Philip Mantle, qui avait tenté de comprendre cette histoire pendant plus de 10 ans, a découvert une piste importante en 2002. J'ai écrit un article, il s'intitulait « Le dissimulateur extraterrestre, une nouvelle version ». Cet article a été publié dans le magazine UFO Magazine ici, en Angleterre. C'était une mise à jour dans laquelle j'ai parlé du principal aspect de ma recherche sur ce film. À la fin de l'article, mes coordonnées étaient indiquées. Si vous avez des informations sur ce film, veuillez me contacter. Peu après, j'ai reçu un courriel d'un homme qui s'est présenté comme Simon. Il était très concis. Il savait quelque chose sur le film. Il a dit que son ami avait créé cette créature. Je ne parle pas du film du camp. Je fais référence à la scène d'autopsie bien éclairée. Il avait fabriqué une poupée pour cette scène, et il avait créé de la fumée pour cela. En réalité, il n'était pas un artiste des effets spéciaux. Il était sculpteur, dont les œuvres étaient parfois utilisées au cinéma et à la télévision. Philip Mantle a informé Robert Kiviat de sa découverte à Hollywood. Quelques jours plus tard, j'ai contacté le manager de la personne qui, selon Simon, était entièrement responsable du film sur l'autopsie, y compris des modèles et des maquettes pour Ray Santilli. J'ai eu une longue conversation avec le manager.
L'homme qui, selon Simon, a créé la créature pour l'autopsie de l'extraterrestre, semblait vouloir raconter son histoire. Il voulait la vendre. Il voulait que je sache ce que Ray Santilli avait promis. Dans 7 ans, lui ou quelqu'un d'autre la publiera. Ainsi, cet homme était impatient de partager son histoire avec le public. Et j'étais plus qu'heureux de lui offrir cette opportunité à la télévision. Mais Kivett n'a pas réussi à trouver d'acheteurs à Hollywood. Il semble que l'escroc du monde des effets spéciaux n'ait pas été sous les projecteurs. Beaucoup, du moins en Amérique, ont perçu les plus grandes mystifications comme une preuve que l'autopsie de l'extraterrestre était une supercherie. Mais j'ai expliqué aux dirigeants des chaînes de télévision à Hollywood que si vous regardez sur internet, si vous demandez aux ufologues et aux gens ordinaires, surtout en dehors de l'Amérique, ils ne considèrent pas l'autopsie de l'extraterrestre comme une falsification prouvée. Cependant, il y avait aussi des circonstances très désagréables. Je n'ai pas pu convaincre les chaînes de télévision que les plus grandes mystifications ne concernent pas la scène fortement éclairée. Le manager de ce maître des effets spéciaux a commencé à perdre de l'intérêt pour moi, car je ne pouvais pas régler l'affaire. En 2005, lorsque des rapports ont fait état d'un film artistique intitulé L'autopsie de l'extraterrestre, Philippe Mantel a reçu des informations sur l'identité du créateur de cette scène. Et, étrangement, cette nouvelle a été révélée par une femme de la société de production. C'était une société britannique appelée QWERTY Films. J'ai demandé à la dame de cette société qui s'occupait des effets spéciaux, qui avait été engagée pour créer les effets spéciaux pour leur film sur l'autopsie. Elle m'a directement informé par email que la personne responsable des effets spéciaux s'appelait John Humphrey. De plus, il ne se contentait pas de s'occuper des effets spéciaux avec l'extraterrestre, mais il avait également créé l'extraterrestre original. Très bien, vous m'avez eu. Voici qui est ce gars. Tout ce que vous devez faire, si vous connaissez son nom, si vous êtes un bon journaliste comme Philippe Mantel, vous devriez visiter le site web de John Humphrey. Et vous découvrirez que John Humphrey est celui qui, selon vous, a dupé 2 pathologistes et trompé l'expert américain Stan Winston. Le fait est que John Humphrey est un sculpteur qui sait comment utiliser des parties d'animaux, de véritables entrailles d'animaux, en les plaçant dans une enveloppe magnifiquement réalisée. C'est un expert, c'est un génie, c'est un artiste. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas révéler son nom jusqu'à ce que Philippe Mantel découvre qui il était. Parce que je respecte l'art. Je respecte les personnes capables de relever un tel défi. Mais d'un autre côté, c'était une tromperie de millions de dollars, impliquant de nombreuses chaînes de télévision à travers le monde. Beaucoup de gens ont été dupés. Des millions de téléspectateurs. Au moins 100 millions de personnes dans le monde ont regardé ce film et étaient convaincus que c'était vrai. En avril 2006, avec la sortie au Royaume-Uni du film dramatique L'autopsie d'un extraterrestre, une révélation inattendue de John Humphrey a eu lieu. Il a déclaré qu'il avait non seulement créé l'extraterrestre pour le film de Ray Santilli, mais qu'il avait également joué le rôle du chirurgien qui a pratiqué l'incision. Malgré cela, Santilli a continué à insister sur le fait qu'il avait acquis un véritable film militaire américain, réalisé en 2006. Santilli a affirmé dans une interview accordée au journal anglais Sunday Times que Humphrey n'avait fait que reproduire la pellicule authentique de l'incident de Roswell, qui avait été gravement endommagée lorsqu'elle avait été extraite après 10 ans de stockage. Malgré la confirmation de Humphrey selon laquelle il s'agissait d'une tromperie soigneusement orchestrée, Santilli insistait sur le fait que Humphrey avait obtenu des images très précises pour son travail. Cependant, jusqu'à la révélation des images de la soi-disant véritable autopsie, les dernières déclarations de Santilli semblaient aussi peu crédibles que n'importe quelle partie de son histoire en constante évolution. Même après le démenti évident du mystère de l'autopsie de l'extraterrestre, des millions de personnes continuaient de croire à l'existence des ovnis et à ce que le gouvernement américain cachait quelque chose. Washington continue de le nier, adoptant la même position que celle qu'il avait presque 60 ans auparavant, à l'époque de l'incident de Roswell. Des ufologues, comme Stanton Friedman et d'autres, affirment que le gouvernement des États-Unis cache un dossier complet sur les ovnis et des preuves de la catastrophe d'ovnis à Roswell. Les questions concernant les matériaux d'analyse, les rapports d'autopsie et les témoignages des témoins qui étaient sur les lieux et ont enquêté à ce sujet dans divers laboratoires gouvernementaux restent sans réponse. Il ne fait aucun doute qu'il existe un film sur l'autopsie.
Lorsque ce type d'événement se produit, tous ces aspects sont filmés. Les personnes qui ont collecté des débris tant sur le terrain qu'à l'endroit de la chute affirmaient que des photographies avaient été prises et qu'un film avait été tourné. Tout cela doit être quelque part. L'existence d'un film sur l'autopsie d'un extraterrestre, sorti en 1995 sous le titre « Faux », pourrait indiquer la présence d'un autre film authentique sur les extraterrestres. Le docteur Michael Maloney, membre honoraire de la Royal Photographic Society, se souvient d'un événement incroyable dont il a été témoin il y a de nombreuses années lorsqu'en tant que photographe, il a visité le studio de Walt Disney. Il confirme qu'il a filmé un véritable extraterrestre. Le 28 mars 1978, j'ai été invité à un déjeuner avec les dirigeants de la société Disney. Une voiture est venue me chercher et m'a emmené dans une maison à Los Angeles. J'étais assis dans le salon, c'était une maison ordinaire. Ils ont allumé le projecteur et ont commencé à montrer un film que je connais maintenant sous le nom de « L'autopsie de l'extraterrestre ». À l'époque, je ne le savais pas. J'étais sous le charme, se souvient-il. Selon ses dires, il s'est retrouvé parmi des personnes en blouse blanche, dans une ambiance clinique avec une longue table ressemblant à une salle d'opération à l'ancienne. Il se souvient d'un téléphone à cadran avec un cordon spiralé sur le mur. La caméra tournait en rond et c'était filmé par un professionnel. Ce n'était certainement pas un film amateur. Elle survolait la table d'opération où se trouvaient des spécialistes, des médecins et des chirurgiens, procédant à l'autopsie post-mortem d'une créature ressemblant à un extraterrestre. Lorsque la caméra s'est reculée pour un plan panoramique sur le sol dans un coin, se trouvait un extraterrestre identique ou quelque chose qui ressemblait à un extraterrestre. Et il bougeait. J'ai supposé que celui qui était sur la table était mort, mais celui sur le sol bougeait. J'ai pensé que c'était incroyable, partage-t-il ses impressions. Après avoir visionné le film, on lui a demandé ce qu'il en pensait. Il a répondu « Fantastique ». Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Maintenant, la question se pose. Est-il possible que le film qu'il a vu en 1978 ait un lien avec le faux film sur l'autopsie d'un extraterrestre créé en 1995 ? Et le film de Ray Santilli a-t-il été réalisé d'après des événements réels ? Lorsqu'il l'a regardé pour la première fois, il a remarqué que cela ressemblait beaucoup à la pièce qu'il avait vue en mars 1978. Les souvenirs de ce qui s'est passé à Roswell demeurent vifs dans l'esprit de beaucoup. Un des chercheurs, partageant ses réflexions, a noté que, bien qu'il ait reconnu cet endroit et ces personnes, beaucoup de détails de la pellicule originale qu'il avait vue avaient été omis. Il a souligné qu'il n'y avait pas d'extraterrestres dans le cadre et que des petits détails qui étaient visibles sur la pellicule originale en 16 mm manquaient. Néanmoins, il était sûr d'une chose, le film original qu'il avait vu était saisissant et authentique. Cependant, la situation a changé lorsque Ray Santilli a présenté des preuves matérielles, affirmant qu'il avait un véritable film militaire sur l'autopsie d'un extraterrestre. Cette déclaration a pu inspirer des maîtres du documentaire, tels que John Humphrey. Tant que de telles preuves ne seront pas présentées au grand public, les partisans de la théorie de la catastrophe de Roswell continuent d'attendre des témoignages documentaires plus convaincants.